On va dans quelques instants revenir à une information très importante qui a été annoncée par les armées françaises. C'est l'interception par des rafales de 2 avions russes au-dessus de la mer Baltique, ne se conformant pas aux réglementations aériennes internationales. Peut-être un mot déjà de ça, parce que c'est un... c'est la réponse du berger à la bergère. Puisque vous savez que la semaine dernière, les Russes nous ont fait un petit coup de vis en illuminant avec un radar de poursuite un Atlantique 2 qui est un avion qui fait de la guerre électronique et de la lutte anti-sous-marine, mais enfin qui était en observation, ce qui est quand même pas très agréable. C'est un peu comme si vous aviez le point rouge d'un pistolet sur votre tête. On sait bien que ça ne se fait pas. Et la réponse a été ferme. On a envoyé des patrouilles sur place qui continuent de voler. Et là, une patrouille, donc 2 rafales français sont allés intercepter des Russes qui étaient sortis du cadre des règles internationales. C'est un développement extrêmement important. C'est-à-dire, cette fois, c'est une interception. Ça veut dire que les avions français forcent l'avion russe, un avion russe, 2 avions russes à changer leur trajectoire. Voilà, alors, ce qu'on fait généralement, on se met du côté de la frontière de l'OTAN finalement. Ils étaient vraisemblablement pas ils étaient dans l'espace économique. Ils étaient certainement pas dans les eaux, dans l'espace aérien stricto sensu de l'OTAN. Mais on se met côté du pays ami et puis on les repousse tranquillement vers le large. Voilà, donc en volant côte à côte, mais en les poussant pour qu'ils s'éloignent. Donc maintenant, il n'y a pas eu d'illumination. Je veux dire, ça s'est fait selon les règles et les normes admises. Les images c'est un peu plus dans le style classique du jeu du chat et la souris qu'on connaît depuis la guerre froide. Oui, on peut le lire quand même comme une nouvelle provocation. Justement, on est à peine une semaine après ce dernier incident d'illumination. Je pense que c'est voulu. La réponse a été faite, d'ailleurs. Mais elle est restée. On n'a pas utilisé les mêmes modus operandi que ne l'a fait la Russie, qui a illuminé de manière tout à fait imprudente. On l'a fait selon les normes internationales. Et voyez, si l'état-major très pédagogique, parce que je ne suis pas sûr que le terme illuminé soit compris par illuminé, dans un premier temps, le radar de tir. On rappelle juste l'enchaînement. C'est-à-dire que ce qui s'est passé il y a quelques jours, c'est que les Russes ont visé avec leur radar un avion français. Ont allumé leur radar de tir. Ça veut dire que l'étape suivante, c'est d'appuyer sur le bouton. Voilà. Donc il l'avait dans le viseur. Il est dans et donc après, on lui donnait l'ordre de faire feu. Le missile partait sur sa cible. Oui, et Didier François, il faut rappeler aussi que c'est extrêmement stressant parce qu'on ne sait pas si l'avion en face va tirer. C'est-à-dire qu'une fois que, en fait, le radar de tir, c'est l'onde qui va de l'appareil russe et de ses missiles, donc jusqu'à l'appareil français, qui se bloque sur l'appareil français, et donc après, il n'y a plus qu'à appuyer, le missile vient taper dessus. Donc normalement, quand on est donc illuminé par ce radar, ça veut dire qu'on est accroché et qu'on va se faire tirer dessus. Et donc là, normalement, soit on riposte, soit on tire des flares. Mais donc là, il a fallu un sang-froid important de la part, des opérateurs. Là, on est dans un Atlantique 2, on le voit, donc dans le poste d'observation. Et c'est cet appareil-là qui avait été illuminé. Là, l'état-major a publié les photos de cette interception elles viennent d'être publiées, enfin les films et les vidéos, on voit que c'est très différent. Là, les Rafales se rapprochent du même type d'appareil d'observation russe et petit à petit le ramènent sur son espace aérien. Le fait que la France ait dosé sa réponse, très visiblement, là, il y a un choix politique. Bien Shepard Selam, ça ne se fait pas par hasard. Là, c'est certainement le président de la République, le Premier ministre, ministre des Armées. Non, ça, à mon avis, c'est dans le cadre de l'OTAN, ça. Ouais. Là, oui. Alors, c'est 2 avions dans le cadre de Baltic Air Policing, et donc ce sont des ordres de l'OTAN. Là, ils sont sous commandement de l'OTAN. C'est pas ce que disait tout à l'heure Didier François, qui parlait d'une... Oui, bien sûr, c'est commandement de l'OTAN, mais c'est des avions français. Mais normalement, là, c'est les ordres l'ordre de décoller, l'ordre d'intercepter, etc. En fait, et même vous disiez réponse du berger à la bergère. Est-ce qu'il y a un lien ou non avec bien sûr qu'il y a un lien. En fait, on a en permanence engagé dans l'espace balte 2 appareils en police du ciel. Voilà. Et là, évidemment, en coordination et en discussion avec nos partenaires de l'OTAN, il a été décidé, sur proposition de l'état-major français aux autorités, de pouvoir montrer que oui,
on n'interceptait pas comme ça des avions de l'OTAN et des avions français. Et c'est bien entendu des avions français qui sont en accompagnement, qui sont allés faire ce type de... Évidemment qu'il y a un message extrêmement clair qui a été envoyé aux Russes. Ce qui est intéressant, c'est que le message envoyé comme la réponse sont de nature militaire. C'est-à-dire qu'il y a de toute évidence un traitement au plus haut niveau de ce sujet. D'ailleurs, on se souvient qu'après l'acquisition, l'illumination de l'avion français par l'élément russe, le général Cavoli, qui est le sasseur, comme on dit dans le jargon otanien, c'est-à-dire le commandant des forces alliées en Europe, qui est toujours un général américain, avait pris la parole pour dire ça arrive régulièrement. Sous-entendu, c'est pas le début de la Troisième Guerre mondiale, mais c'est quand même quelque chose de clairement anormal et vous avez dit, je crois, assez grave. Absolument. Mais d'ailleurs, assez grave. Et donc, mais il n'y avait pas eu ensuite d'incident diplomatique, de convocation de l'ambassadeur de Russie à Paris. Et on a le sentiment, avec ces séquences successives, que ce sont les militaires qui gèrent entre eux cette affaire. Mais la scène, il y a évidemment un feu vert politique. La scène pour ce genre de réaction. La scène est en train de prendre forme sous nos yeux. C'est-à-dire que les États-Unis, eux, sont déjà en train de parler de négociations, puisque Trump dit il va falloir négocier, il faut qu'il parle, etc. La France, non, elle est sur une autre ligne. Là, on est quand même dans une forme de réponse, disons. Bien sûr, et on continuera de le faire. Là, alors, par exemple, sur la patrouille là, de Rafale, ils étaient accompagnés, pour bien montrer que c'était dans un cadre de l'OTAN, d'Eurofighters italiens. Donc c'est pour dire que là, il y a une réponse européenne, mais qui est une réponse de l'OTAN, encore une fois, parce que c'était un secteur où ce sont les Français et les Italiens qui volent sous le commandement global de l'OTAN. Donc on a bien montré que dans ce secteur-là, si les Russes venaient s'amuser à gratouiller, il y aurait de la réponse. Mais et quand ils viennent gratouiller, que viennent-ils faire précisément quand ils sont dans l'espace aérien otanien ? Mais comme d'habitude, c'est-à-dire que je vais pas revenir avec mon truc de chou-fleur que personne n'a compris, mais non, mais c'est la même chose. Ils essayent, c'est toujours la même chose. Ils essayent d'imposer le fait de grignoter les règles et de nous imposer un rapport de force qui leur est favorable et donc qui nous est défavorable. Et donc aujourd'hui, la règle. En tout cas, je pense que les Européens ont vraiment intérêt à le faire savoir. Et quand bien même il y aurait des négociations, quand bien même il y aurait une trêve ou un cessez-le-feu, je ne parle même pas de paix, on serait encore plus obligé de faire attention à ce que tout ça soit respecté. Parce que sinon, l'envie des Russes de continuer à s'étendre va s'arrêter. Enfin, honnêtement, là, ils nous testent en permanence. J'ai tendance à le dire, mais enfin, voilà, si on leur met pas de temps en temps un petit coup sur le bras. Tout à l'heure sur ce plateau, Bernard-Henri Lévy disait l'idéal, ce serait que ces pays qui sont les plus déterminés face à la Russie, et on est précisément dans cette région, Estonie, Lettonie, Lituanie, la Pologne, et aussi les pays nordiques maintenant, Norvège, Suède, Finlande, avec la France, et soit un peu le fer de lance, disons, de résistance. Oui, c'est ce qu'on appelle une coopération renforcée. C'est possible au niveau de l'Union européenne, si l'ensemble des pays ne veulent pas le faire, et on a évidemment un problème avec quelques pays, dont la Hongrie, pour ne pas la citer, mais que les pays qui, eux, ont une vision commune, mais c'est discuter, c'est discuter avec les Polonais et les autres. Alors l'un après l'autre, tranquille. C'est déjà la résistance de fait, parce que finalement, nous voyons qu'aujourd'hui, les trois pays baltes, avec la Pologne, c'est un peu les pays en tête de cette résistance européenne, parce qu'il y a d'autres pays qui réfléchissaient un peu trop, qui n'avaient pas cette fermeté nécessaire en face de Poutine, en face de la Russie belliqueuse. Et vous voyez, comme Didier disait son histoire de chou-fleur, c'est-à-dire ils vont toujours chercher plus loin, les Russes, tant qu'on ne les arrête pas. Rappelez-vous, en 2015, les Russes ont fait plusieurs provocations en franchissant le territoire de la Turquie dans leur histoire, voilà, quand ils étaient présents en Syrie. Et les Turcs ont prévenu les Russes que la prochaine fois, on va abattre l'avion. Les Russes n'ont pas cru et les Turcs, finalement, ont abattu l'avion russe et les deux pilotes étaient décédés. Donc, finalement, il n'y avait pas eu de réponse. Et après, les provocations ont absolument cessé. Depuis 2015, les Russes n'ont plus jamais provoqué les Turcs parce qu'ils ont compris l'explication. Donc, aujourd'hui, ça va aller aussi loin que les Européens le permettront, parce que nous sommes en face d'un voyou, et tant que le voyou n'a pas reçu un coup de poing sur la gueule,
il ne va pas comprendre. Vous voyez, et les risques sont là. Alors je crois que la mer Baltique restera quand même une problématique OTAN et pas une problématique bi- ou multilatérale. Et dans cette problématique OTAN, quand vous parlez des 3 pays baltes et de la Pologne, n'oubliez pas l'Allemagne. Alors l'Allemagne, on va dire, mais l'Allemagne, c'est une puissance baltique. Et la mer Baltique les fait pas rire du tout. Ils ont la velléité de prendre le commandement d'un commandement baltique de l'OTAN. Et je pense que si il y a des décisions qui sont prises en Baltique, ils en seront partie prenante de manière très active. C'était le pilier en Baltique pendant la guerre froide, les Allemands. Ils avaient des sous-marins de poche, c'est 50 mètres de profondeur la Baltique, des sous-marins de poche avec des équipages 6 torpilles, 25 personnes, et ils étaient tapis au fond de l'eau en permanence. Général, voilà. Regardez maintenant les images de cette interception. Pour celles et ceux qui nous rejoignent, je rappelle donc ces nouvelles données par l'armée française, donc des Rafales français ont intercepté 2 avions russes, ce qui est quand même un acte assez rare, forcer les avions russes à changer leur trajectoire, et ça, ce sont les armées qui sont fournies par l'armée de l'air française. C'est ça. Commentaire, expliquez-nous ce qui se passe exactement pour autant qu'on puisse en juger général. Ils volent L sur L, vous voyez, et puis donc très proches. Alors je ne sais pas s'ils les encadrent ou pas, mais ils leur signalent bien entendu qu'ils sont là, ils volent, et puis ensuite, petit à petit, ils leur poussent dans l'espace aérien dans lequel ils devraient être s'ils ne faisaient pas de provocation. Donc c'est pas agressif. En même temps, on en profite pour faire du renseignement, parce que ça c'est un avion là, de renseignement typique. Ça doit être un peu ça doit être bourré d'électronique pour pouvoir regarder comment nos radars s'allument quand on passe quand on passe près de la Lituanie, quand on passe près de la Pologne. Donc ils doivent observer tout ça. Puis ils nous testent. Ça permet de tester notre réaction, de voir avec quelle rapidité on arrive. Quel radar s'allume, quelle est notre posture défensive, et donc je pense que c'est voulu uniquement pour avoir une image globale de notre dispositif en Baltique. Qualité du renseignement militaire du général Roquette, c'est un Ilyushin 2, c'est ça? Non, moi je suis que capitaine et Xavier Titelman n'est pas là. Ça ressemble à un Ilyushin, non? Non, derrière on a 76. Ça, c'est un Ilyushin 76. Ah, voilà. Premier, oui. Ça, c'est un Ilyushin 76, ceux qui nous ravitaillaient en Afghanistan. Mais ça c'est typiquement. Avec les 2 radars, avec un radar en dessous. Alors, où sont les Rafales exactement? On filme depuis la Rafale. Regardez, ils sont en dessous. La silhouette caractéristique de Rafale au fond de l'image qui était juste avant. Ils les encadrent gentiment, mais pas loin, vous voyez, ils sont vraiment très proches. Et donc, ils leur délivrent le message très très clair qu'ils doivent s'éloigner. Vous dites gentiment, et puis Didier François disait il faut savoir aussi leur mettre une tape sur le bras aussi. C'est ce qu'on appelle une tape sur le bras ou pas? C'est une tape sur le bras. Oui, mais ça suffit. Vous dites qu'on raccompagne gentiment. Ils nous testent, ils voient qu'on arrive dans des délais très courts, qu'on a une réponse très ferme, puisque là on voit 2 Rafales, mais en plus Didier nous apprend, moi je ne savais pas qu'il y avait en plus 2 Eurofighters italiens, ça fait quand même 4 appareils contre un avion à hélice qui n'a absolument aucune chance, et donc forcément il obtempère. Alapoedi disait point dans la gueule, on a une version un peu plus musclée de la part d'Alapoedi. Oui, sur un autre registre. Et surtout, vous savez, je pense que là, ils ont pris un peu comme ça, les Russes, parce qu'ils détestent se faire dominer, et là, ils ont été dominés dans cette situation, parce que c'est les Européens qui les ont repoussés, et je pense que là, derrière, ils vont concocter encore, préparer encore un coup tordu, comme ils savent bien faire. Donc, il faut que nos militaires, ou les militaires de l'OTAN, qu'ils soient prêts, et la prochaine fois, il faut abattre ces avions, et comme ça, on n'en parle plus. Alors, attendez, Alain, elle est pour déclencher, elle est pour tirer. Non, là, c'est pas possible. Alain, il a la main sur le manche déjà pour tirer. Oui, je dis, il est quand même dans l'espace international, très proche vraisemblablement. On n'est pas en guerre, on peut absolument pas l'abattre. C'est pour le prochain coup, général. Ah oui. Mais je pense, alors pour répondre plus sérieusement, je pense que là, ça, ce sont des provocations qui sont voulues, vraiment pour nous tester. Et pas pour nous tester, vraiment pour déceler avec leur électronique. Comment est-ce qu'ils pourront faire ça, général? Ce que l'on fait. Donc, ils assument cette posture pour nous forcer à réagir, pour nous forcer à nous démasquer et voir quels sont nos moyens défensifs en Baltique. Mais jusqu'à quand? Parce qu'on a l'impression que c'est provocation sur provocation. C'est tout le temps comme ça. C'est comme ça depuis. Pendant la guerre froide, ça dure 70 ans. Donc c'est comme ça depuis 80 ans. Il va falloir s'habituer. Certains n'ont pas réagi comme les Turcs. Cela étant, là, on voit que l'armée a voulu montrer ça, parce que l'armée produit très aimablement ces images. L'armée française ne le fait pas très régulièrement, disons. On salue cet effort tout à fait louable de montage. C'est pour le personnel. Voilà. Oui, ce qui est intéressant, c'est que
il s'agit, dans le cas de cet avion russe qu'on voit, d'un avion de renseignement, un peu de même type que l'Atlantique 2 qui avait été lui-même illuminé. Et donc ça montre bien ce qui se passe au-dessus de la Baltique, parce que la mer Baltique, elle est importante, parce qu'elle permet notamment aux Russes de contourner les mesures d'embargo pour exporter son pétrole. On se souvient de ce pétrolier qui avait été intercepté, de mémoire c'était par les forces militaires danoises, parce qu'il était soupçonné d'avoir sectionné des fils. Et donc on imagine que la Baltique, je ne sais pas s'il y a encore des sous-marins sous l'eau, comme le disait le général Richoux, mais de toute évidence, il y a beaucoup de gens qui regardent depuis l'air pour essayer de comprendre ce qui s'y passe. Et le côté un peu rassurant, c'est qu'on n'est pas là dans une bataille d'avions de chasse. On le voit, il a l'air assez tranquille, l'avion de reconnaissance avec ses hélices, là, c'est pas lui qui va aller se mettre dans une action de guerre contre nos Rafales. D'un point de vue très concret, comment se passe l'interception ? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a un message des pilotes de Rafale et de l'Eurofighter ? Ilyushin 20. Il n'était pas loin. De 20. Voilà. Ilyushin de 20. Guillaume Roquette a toujours raison. Voilà. Guillaume Roquette. Bravo Guillaume. Non. Bravo, Ilyushin de 20. Vous savez qu'autour de Louis XIV, pour simplifier les choses, il nommait tout le monde capitaine dans son droit. Donc vous êtes tous capitaines. Voilà, c'est très bien. Capitaine Marjorie. Mon capitaine. Voilà. On va donner l'information précise qui a été donnée par l'armée française. C'était tout à l'heure sur X. Regardez, c'est le message qui a été posté sur les réseaux sociaux. Police du ciel, interception par des Rafales français de 2 avions russes au-dessus de la mer Baltique, ne se conformant pas aux réglementations aériennes internationales. Engagement résolu des armées françaises pour la protection de l'espace aérien de l'OTAN. Mais il faut dire, malgré la recrudescence des menaces hybrides avec l'armée française. Vous avez raison, je me suis arrêté un peu trop tôt. Non, mais l'armée française offre en plus une petite leçon à la Russie. Donc il y a un côté là très démonstratif. Ils veulent vraiment montrer qu'on a tapé un peu sur les doigts. Vous dites que ça arrive tout le temps, que finalement il faut s'y habituer. Mais ça arrive tout le temps. Bon, il communique quand même là-dessus. Dans ce cas-là, il n'y a plus besoin de le dire. On fait la même chose. Je suis désolé, je sais pas ce que je me suis mal exprimé, c'est vous qui avez raison. Non, c'est pas non plus, c'est pas tous les jours qu'on s'amuse à faire des rodéos avec les avions russes. Mais quand je voulais dire que en fait, on revient malheureusement à ce que les vieux cons comme moi, vous n'avez pas connu cette période-là, tant mieux pour vous. Ça s'appelait la guerre froide. Nous sommes tous nés ici après l'an 2000, à part vous. Oui, voilà, c'est ça. Donc et effectivement, pendant la guerre froide, c'était une longue période où, c'était, disons, régulier. Voilà, où tout le monde se tirait un peu la moustache et voilà et se montrer les muscles. Et donc là, on voit bien qu'on est. Si je me permets, faut pas relativiser. Il y a quand même. Ah mais je relativise pas parce que quand je dis qu'on revient à la guerre froide, c'est pas relativisé. Pour finir, il y a eu l'action. Vous disiez général que c'était un acte grave ce qu'on fait les Russes contre l'Atlantique. C'est un acte grave, voire très grave. Voilà. Donc et là, il y a quand même une réponse à cela. Donc c'est pas tout à fait le rituel. C'est pas simplement business. Ah non, là c'est pas un rituel. On revient à la guerre froide. C'est ça que je comprends. Mais c'est habituel. C'est pas un rituel, mais on a l'habitude de gérer ce genre de situation et on a tellement l'habitude de gérer ce genre de situation qu'on n'a quasiment jamais eu d'incident. Moi j'ai une petite question. Et combien de fois les avions français ont fait ce genre d'intimidation dans l'espace russe, par exemple? Non mais là jamais. Ah ben voilà. Jamais parce que nous on respecte le droit international. Voilà, c'est exactement ça. Tant qu'on accepte ce genre de provocation de la part de ces voyous, vous voyez, ils vont continuer parce qu'aucun avion de pays civilisé ne fait pas ce genre de provocation. Non, parce que c'est pour ça qu'ils sont civilisés d'ailleurs. Quand on parle justement que c'est habituel, mais c'est habituel toujours de même côté. C'est habituel toujours de ce pays habituel. Attention, parce que encore une fois, il ne faudrait pas qu'on se trompe sur le mot habituel. Quand je disais c'est habituel pendant la guerre froide. Depuis 91, on n'était plus en guerre avec la Russie, donc ils étaient même partenaires de l'OTAN. Donc je rappelle qu'on a quand même une période où normalement on avait des relations à peu près apaisées et où la Russie respectait les règles internationales. Depuis 2014, puis 2024 plus encore, on revient. Et c'est en ça que je dis qu'il va falloir malheureusement s'y habituer. On est revenu à une confrontation avec la Russie que nous n'avons pas demandé, mais que la Russie nous impose. Et quand on nous jette le gant, il y a deux solutions. Il y a ceux qui disent oulala, cochons, nous ne faisons rien. Et puis il y a ce que fait l'état-major et l'OTAN, c'est de relever le gant, mais dans le cadre du droit international et on va pas devenir la Russie parce que la Russie sont les voyous, on va pas devenir des voyous. À quel point l'Occident doit-il réagir? Les Américains parlent avant même cette affaire et les Européens, eux aussi, par les voix des Allemands. Américains d'abord, c'est Marco Rubio.
il est, maintenant qu'il est validé, confirmé par le Sénat, la voix de la diplomatie américaine, il est assez sévère sur les Européens. Il dit les pays européens maintenant doivent payer plus, vieille tradition trumpienne, et il dit les pays européens doivent cesser de traiter le soutien américain à l'OTAN comme une excuse pour dépenser pour les besoins intérieurs. En clair, le contribuable américain se saigne pour payer l'armée, pendant que les Européens se payent plus de sécurité sociale et de retraite. D'abord, c'est vrai, mais c'est pas que Trump. On l'a entendu d'Obama, on l'a entendu d'un certain nombre de présidents américains. Aujourd'hui, la grande différence, qui peut-être change tout, c'est qu'on a une guerre en Europe. Très proche, où on est obligé de contribuer. Et là, pour le coup, pour les Américains, ça devient encore plus important de mettre les points sur les i, sachant que Rubio est quand même un faucon, donc c'est pas quelqu'un qui n'est pas un voix en guerre, au contraire, et il a une certaine liste d'ennemis qu'il a élaboré, notamment pendant son audience. On sent quand même, là, c'est quand même un ressentiment. C'est assez méchant de dire ça aux Européens. Il n'est pas gentil. Mais il a c'est pas plus méchant que Donald Trump pendant son premier mandat. Mais combien Moi, j'étais à Berlin, mais vous saviez ce qu'il disait aux Allemands tous les jours. Les SMS, il tweetait, l'ambassadeur Grenelle tweetait, il leur disait des horreurs. Moi, je pense qu'à Berlin, ils doivent être paniqués avec l'arrivée de Donald Trump, parce qu'ils vont en reprendre plein la figure. Mais là,